Donc, bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. On attendait que d'autres personnes, les retardataires, puissent se joindre à nous. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce quatrième webinaire de l'année organisé par la chaire Grande consommation de l'ESSEC. Donc, c'est la deuxième année que la chaire propose ces webinaires sur le thème de construire ensemble la consommation de demain. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, nous sommes deux étudiants de la chaire, donc Édouard et je laisserai Chloé se présenter après. Nous organisons des webinaires très régulièrement, donc sur le thème, comme je vous l'ai dit, de construire ensemble la consommation de demain, des webinaires qui peuvent être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Brigitte Gauthier, qui est cofondatrice de L214 et qui va nous parler de son parcours, de son engagement, de ce qui l'a poussé à cofonder L214 et des conséquences de son combat sur la consommation. Donc, bonjour Brigitte, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous, d'être avec nous ce soir. Mais avant de vous laisser la parole, je vais laisser Chloé se présenter et présenter la chaire ainsi que le déroulé de ce webinaire. Bonjour, merci Edouard. Donc moi je suis Chloé, aussi étudiante à l'ESSEC. Juste avant de vous expliquer un peu comment va se dérouler ce webinaire, je voulais juste vous dire qu'il y a un an, ces webinaires ont été imaginés dans le cadre du slogan de la chaire grande consommation de l'ESSEC, qui est Construisons ensemble la consommation de demain. Donc le terme qui est important dans le cadre de ces webinaires, c'est vraiment ensemble. On veut élargir notre compréhension des enjeux de la consommation en accueillant des entreprises, des personnes et des points de vue différents. Donc le ton de ce webinaire, c'est vraiment celui d'un témoignage. Donc on posera des questions à Brigitte dans un esprit d'écoute, de bienveillance et d'ouverture. Donc le webinaire, il va se dérouler de la façon suivante. Brigitte va se présenter et présenter la L214 en une vingtaine de minutes. Ensuite, on vous laissera la parole pour que vous posiez vos questions. On vous demande de poser vos questions dans le chat et ensuite on vous donnera la parole avec Edouard. Donc on vous laissera à ce moment-là vous présenter et poser vos questions. Donc merci beaucoup et Brigitte, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être parmi vous et c'est moi qui ai une grande chance d'être invitée ici. Je vais vous partager mon écran. Alors, j'ai 20 minutes, mais je suis une grande bavarde. Donc, voilà, il ne faudra pas hésiter à me faire des grands signes en me disant taisez-vous, taisez-vous. Donc, déjà pour commencer, L214, qu'est-ce que c'est ? Donc, au départ, c'est une poignée de personnes, dont moi, pour qui c'est impossible de rester impassible devant l'injustice, mais je crois que c'est commun à toutes et tous dans les injustices qu'on a pu repérer. Et c'est aussi une association aujourd'hui avec une croissance assez soutenue. On est parti de rien en 2008, et aujourd'hui, L214, c'est 75 salariés, c'est 2500 bénévoles et c'est 48 000 membres. Donc, c'est beaucoup. Et pour parler juste un petit peu de moi, j'ai fait des études plutôt dans les sciences, en électronique, électrotech, automatisme. Je n'aime pas les animaux, je ne leur veux pas de mal et je déteste les injustices. Et donc, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'amener là. Sauf que voilà, la question animale a croisé ma route à un moment et du coup, voilà, j'y suis restée et j'y consacre même une bonne partie de ma vie aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure aussi qu'on creuse cette question, on se rend compte que on n'est pas devant une toute petite injustice, mais que ça concerne un très, très grand nombre d'individus. Le périmètre de l'action d'L214, c'est d'aller chercher un peu des preuves sur le terrain. Ça, c'est les enquêtes filmées, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut connaître quand on a entendu parler d'L214 ou entendu parler d'images d'abattoirs, d'élevage, de transport, voire même de pisciculture. On s'appuie beaucoup sur la documentation scientifique, sur la documentation professionnelle et sur ce qui est réglementaire. On utilise des arguments qui sont basés sur l'éthique, sur l'utilitarisme, etc. Enfin, il y a pas mal de théories qui accompagnent ce qu'on fait. On a plus souvent plein de questions que de réponses. Voilà, mais justement, on veut poser ces questions, on veut qu'elles aient lieu dans le débat public et c'est pour ça qu'on mène nos actions. Et on a une certitude, c'est que collectivement, on peut être assez malin et intelligent pour mener des changements. Et votre chaire porte bien son nom,
sur construire ensemble l'alimentation de demain, je trouve. Les questions qu'on soulève, en fait, elles ont traversé les âges. Depuis que les êtres humains mangent de la viande, en fait, ils se posent la question de ne pas en manger. Ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais le fait de mettre des animaux à mort pour les manger, eh bien Pythagore, qui, au-delà des triangles rectangles, s'occupait aussi de philosophie, posait déjà la question en son temps. Et ça n'a pas été le seul. En économie, si vous avez fait un petit peu de trucs comme ça, vous avez déjà dû croiser Jeremy Bentham, John Stuart Mill et un certain nombre d'autres personnes qui, quand elles se posaient des questions d'économie, justement, se posaient la question aussi des animaux. Mais ça n'a pas été retenu au moment des discussions finales. Et c'est vraiment un questionnement qui va très très loin, qui nous interroge sur notre consommation de viande. Et c'est Claude Lévi-Strauss qui proposait de prendre un petit peu de recul et qui se disait bah, peut-être dans les siècles à venir, quand on regardera en arrière, eh ben, on se posera la question comment on a pu porter à notre bouche la chair d'animaux. Voilà. Et c'est une question que si vous croisez des personnes qui n'ont pas mangé de viande depuis leur naissance, se posent comme question en disant mais comment alors moi ça ne me choque pas parce que j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans et bah, je baigne dans cette culture où c'est normal de manger des animaux, enfin ça me choque intellectuellement, mais ça ne me choque pas émotionnellement. Mais je vois que pour des personnes qui n'ont jamais mangé d'animaux, le fait de juste penser qu'on porte des morceaux de cadavre à notre bouche et qu'on les mâchouille, il y a quelque chose qui les choque. Ce que je comprends un peu moi quand je regarde par rapport à quand on me propose de manger des insectes, je vois bien que je ne suis pas très à l'aise avec cette idée-là. Il y a une espèce de décalage. Ou si on me proposait de manger des chats, je pense que j'aurais aussi un décalage. Alors moi, j'ai fait le choix de consommer vegan. Bah, maintenant, ça fait un petit moment, même un long moment. Mais c'est vraiment un raisonnement presque, je dirais, scientifique, intellectuel, qui m'a amené à renoncer à consommer les animaux et plutôt concentrer toute mon énergie à me rabattre sur les légumes et autres céréales et légumineuses. Voilà. Alors pourquoi les animaux? Pourquoi pas les cailloux? Voilà, pourquoi cette cause-là? Eh ben, parce qu'on a affaire à des êtres doués de sensibilité, capables d'émotion, d'éprouver des choses subjectivement qui leur importent à eux-mêmes, d'avoir leurs propres expériences vécues. Les études scientifiques s'accumulent, y compris pour les poissons, où, bah, alors là, on est encore plus loin des poissons parce qu'ils ne vivent pas du tout de la même façon que nous. On connaît très, très peu, les relations sociales, par exemple, des poissons, on ne se dit jamais et en fait, il y a des dessins animés qui reprennent vraiment bien les stations de lavage, ça existe chez les poissons. Il y a actuellement pas de consensus scientifique, par contre, sur la sensibilité des insectes. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des êtres qui sont doués de sensibilité, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, les preuves scientifiques ne sont pas là. Mais c'est Alain Boissy aussi qui avait soulevé, il est directeur de la recherche à l'INRA, il dit bah, les animaux, souvent, on les étudie sous un angle biologique, et on a très longtemps étudié les animaux sous un angle biologique, et pas du tout justement sous d'autres angles, comme on peut le faire avec les êtres humains, d'essayer de regarder nos relations sociales, etc. Alors la science, elle est passée de Descartes, l'animal-machine, à par exemple Franz de Waal qui nous dit sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Ça va même plus loin, ça nous interroge même sur la conscience. En 2012, il y a eu la déclaration de Cambridge par d'éminents neuroscientifiques, dont bah, il y avait Stephen Hawking aussi qui était présent à ce moment-là, et qui a vraiment posé la question de la conscience chez les animaux et a déterminé qu'en effet, les animaux étaient, enfin, avaient en tout cas toutes les connectiques pour les états de conscience. Et alors, quelles conséquences pratiques ça a eu concernant l'élevage, l'abattage, la pêche, toutes ces découvertes scientifiques et tout ça, toutes ces discussions philosophiques? Eh bien, rien, nada, que dalle. Aujourd'hui, on tue en France plus d'1 milliard d'animaux vertébrés terrestres, soit environ 3 millions par jour. Et par une règle de 3 par rapport aux plus de 1 000 milliards de poissons qu'on tue dans le monde, sachant qu'en France, on est parmi les gros consommateurs de produits d'origine animale, d'origine aquatique, eh ben, à peu près 15 milliards de poissons. Alors si on regarde dans le monde, ça nous fait plus de 1 000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la consommation humaine. Si on ramène au début de l'humanité, depuis qu'on s'est succédé, on est à peu près 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète et on tue donc plus de 1 000 milliards aujourd'hui, à l'échelle de nos années, là, maintenant, plus de 1 000 milliards d'individus sensibles. Alors, en France, comment ça se passe? En France, en fait, plus de 80 des animaux qui atterrissent dans les abattoirs, c'est
des animaux qui ont été élevés en élevage intensif. Les élevages intensifs, c'est ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Ça représente 83 des poulets de chair qui sont les animaux terrestres élevés en plus grand nombre. Ça représente 99 des lapins, 95 des cochons. Alors les cochons, c'est pas enfin voilà, les poulets, c'est des grands bâtiments, fermés. Les lapins, c'est des cages. Les cochons, ça va être plutôt du caillebotis, donc c'est ces sols ajourés. Alors j'ai des photos après. Donc là, c'est les poules pondeuses dans des cages. Alors fort heureusement, là, le nombre, il baisse. J'en reparlerai après. Poules pondeuses en cage, les poulets de chair, alors c'est pas la même souche, et là on va pouvoir parler de broyage des poussins, puisque dans l'industrie des poules pondeuses, les coqs ne sont pas très intéressants. Alors je crois, Pierre-Jean, vous avez votre micro allumé. Donc voilà, vous avez cette problématique d'animaux qui sont d'un côté sélectionnés pour produire plus de viande. Donc là, on va manger aussi bien les mâles que les femelles. Et en fait, ils grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Ça leur crée des problèmes de boiterie, des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Voilà, c'est ce qu'on appelle les poulets à croissance rapide. Et puis de l'autre côté, vous avez les poules pondeuses qui ont été optimisées pour faire des œufs. Et eux, les poussins mâles, on ne sait pas trop quoi en faire parce que même en bio, les coqs, ça ne pond pas d'œufs. Alors, on ne sait pas quoi en faire. Si l'industrie a trouvé la solution, c'est le broyage ou le gazage, c'est-à-dire on va les éliminer dès la naissance. Et ça représente quand même 50 millions de poussins de cette souche-là qui passent au broyage. On a la même chose sur le foie gras. Là, ça va plutôt être les femelles qu'on va éliminer, puis c'est les mâles qu'on va gaver. Donc voilà, on a vraiment des systèmes très inventifs dans ces domaines-là. Le caillebotis dont je vous parlais, c'est ce sol ajouré. Alors là, on est en maternité, il est petit, mais après, il prend, enfin, il est moins fin que là. Et là, il est en plastique et après, il passe en béton la plupart du temps. Et donc, les systèmes d'élevage, 95 des cochons donc, naissent dans ces cases de maternité où leur mère est enfermée entre des barreaux, donc eux, tête à travers les barreaux. Elle peut juste se lever, se coucher, euh, et ni avancer ni reculer. C'est vraiment la cage est autour d'elle. Et donc, c'est de cette façon que passent les 21 à 28 premiers jours des porcelets. Vous remarquerez qu'ils ont la queue coupée, c'est parce que les conditions d'élevage ensuite sont si terribles, si ennuyeuses, si pénibles, que les seules distractions qu'ils ont, souvent, c'est de se mordiller les queues des uns des autres. Et donc, pour éviter ce phénomène qui peut tourner à l'infection et tout ça, la solution que nous avons trouvée, nous qui sommes si intelligents et malins, c'est de couper les queues sitôt après la naissance. Je pourrais vous parler aussi des poissons. Là, c'est des truites arc-en-ciel, des triploïdies, comment on a fait pour élever uniquement des femelles, comment on les transforme en néomâles quand on en a besoin. Je vais passer très rapidement là-dessus. Vous avez beaucoup d'enquêtes sur le site d'L214 avec tout plein d'explications sur ce qu'on fait subir aux animaux et évidemment les conditions dans lesquelles on tue les animaux avec étourdissement ou sans étourdissement. Vous remarquerez que les images qu'on peut voir à l'écran et que souvent la critique qui est faite à L214, c'est de dire oh là là, vous nous montrez toujours ce qui est pire. Nous attendons toujours la publication de la part des professionnels d'images d'abattoirs qui ne seraient pas conformes à celles que nous avons montrées. Parce que nous, ce qu'on a montré, c'est des conditions d'abattage avec étourdissement, donc soit par pistolet à tige perforante pour détruire une partie du cerveau, soit avec les pinces à électronarcose où vous faites passer un courant de façon à rendre inconscients les animaux, soit par gazage au dioxyde de carbone, comme on l'a montré pour les cochons. Et puis, vous avez l'abattage sans aucun étourdissement qui est pratiqué notamment sur les poissons, on peut parler de la pêche, mais aussi sur les animaux qui sont tués pour l'abattage halal ou kasher. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Je pense que peut-être certaines et certains d'entre vous ont vu les images et tout ça, et je pourrais répondre à des questions si vous en avez. Et donc, est-ce que, mis à part des questions de goût, d'habitude, quelqu'un y gagne là-dedans? Alors, au niveau de l'environnement, pas du tout. C'est 14,5 de gaz à effet de serre. Et si on regarde bien, aujourd'hui, on est en plein projet de loi pour le climat. L'éco-geste celui sur lequel vous avez le plus de marge de manœuvre, c'est justement celui de votre alimentation. Et en fait, l'éco-geste le plus efficace, c'est d'arrêter de manger les animaux. Et ça représente 40%
de tout ce qu'on peut faire. Et donc, vous avez le schéma qui a été fait par l'ONU, si je me rappelle bien, non, pour le GIEC, pardon, qui dit bah, comment on peut réduire notre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre grâce à notre alimentation. La déforestation aussi, 63% de la déforestation de la forêt amazonienne, c'est pour les cultures de soja ou de céréales qui sont destinées à nourrir le bétail et pas à faire le tofu des végétariens, et puis qui sont destinées aussi à faire des pâturages. On importe en France non seulement du soja, par exemple en provenance du Brésil, mais aussi de la viande en provenance notamment du Brésil. La pollution des eaux aussi, vous avez tous entendu parler des algues vertes. Bah, les algues vertes, c'est aussi des conséquences assez directes de ce qu'on appelle les effluents d'élevage, qui font que bah, on a des émissions d'ammoniac, des émissions de nitrates. Bah, les émissions d'ammoniac, ça peut faire les pluies acides, etc. Et bah, les nitrates, justement, sont des grands responsables de l'eutrophisation des cours d'eau qui favorisent les algues vertes. Le gaspillage de l'eau aussi, il faut beaucoup plus d'eau pour produire des protéines d'origine animale que des protéines d'origine végétale. Et on sait que l'eau, ça va être un enjeu pour le futur. C'est déjà un enjeu aujourd'hui si vous entendez parler justement les agriculteurs. L'emprise sur les terres, il vous faut 3 fois plus d'espace, 3 fois plus de terre pour nourrir une personne qui mange, enfin, selon le régime français moyen, qu'une personne qui est passée à une alimentation végétarienne, voire même mieux, végétalienne. En termes de santé publique, il y a 3 pans. Le premier pan, c'est bah, les maladies modernes, comme on dit, certains types de cancers, le diabète de type 2, la cholestérolémie, les maladies cardiovasculaires dues à notre surconsommation de produits d'origine animale. Et ensuite, vous avez des maladies qui peuvent émerger, qui sont issues des systèmes d'élevage aujourd'hui, comme bah, salmonelle, campylobacter. Vous avez bah, les grippes aviaires aujourd'hui qui nous préoccupent un peu plus, les listeria, les E. coli. Et puis, vous avez le phénomène d'antibiorésistance qui est très inquiétant. À l'horizon 2050, c'est 10 millions de personnes qui pourraient mourir chaque année de l'antibiorésistance, c'est-à-dire que comme on donne des antibiotiques aux animaux d'élevage, y compris des antibiotiques qu'on utilise en médecine humaine et même des antibiotiques critiques de médecine humaine, eh bien, on va avoir des animaux, enfin des bactéries qui vont réussir à développer de la résistance et on va être très embêté. Donc, des maladies dont on ne meurt plus aujourd'hui parce qu'on sait se soigner grâce aux antibiotiques, demain, ça risque de redevenir un problème. Alors, est-ce que les éleveurs, ils y gagnent là-dedans? Eh bien, les éleveurs, c'est très loin d'être sûr qu'ils y gagnent là-dedans. Je ne vais pas vous détailler les chiffres que j'ai mis là. Je vais vous parler de l'enquête qu'on a montrée début de semaine dernière, qui parlait justement d'une extension d'élevage. Un éleveur dans le Nord qui veut passer d'aujourd'hui, il a 22 000 poulets dans un élevage. Voilà, il veut passer à 5 fois plus. Il doit emprunter pour cela 1,4 million d'euros. Il devra rembourser 10 000 euros par mois pendant 12 ans pour espérer se tirer pendant ces 12 ans un revenu de 800 euros pour lui, 1 500 euros pour son épouse. Et la coopérative qui le pousse à se lancer, Spoormans, qui est un groupe belge, le groupe qui le pousse à se lancer, lui garantit des revenus pour 1 an. C'est-à-dire que les 11 autres années, le moindre aléa climatique, le moindre changement du cours des céréales, eh bien, il se retrouve droit dans le mur. Et pourtant, évidemment, il y a pas mal de subventions. Là, c'est vraiment les subventions qui vont directement aux éleveurs. Et vous voyez que pour les bovins viande, bovins lait, c'est 100% d'éleveurs qui touchent des subventions. Vous pouvez regarder aussi céréales et oléoprotéagineux. C'est aussi grandement de la nourriture pour les animaux. Il y a vraiment des subventions à un très fort rythme. Et pourtant, les éleveurs ne s'en sortent pas. On peut parler des ouvriers d'abattoirs aussi, avec 4 fois plus d'accidents de risque du travail pour eux et des très jolis témoignages, notamment Mauricio Garcia Pereira, qui nous avait permis de montrer justement l'abattage des vaches gestantes à l'abattoir de Limoges, voilà, qui nous a parlé justement des problèmes d'alcoolisme, de drogue
l'image que les ouvriers ont par rapport à ça, le fait qu'ils n'en parlent pas chez eux, etc. Donc finalement, là-dedans, personne est heureux. Et donc du coup, qui peut bouger, qui doit bouger, en tout cas de notre point de vue? Eh bien évidemment, les consommateurs, consommatrices et citoyennes, citoyens, c'est une évidence, mais aussi les entreprises, l'industrie et les institutions. Et du coup, je vais juste donner ce qu'on fait, nous, au niveau des entreprises aujourd'hui pour faire reculer le pire. Un, on entame des dialogues avec les entreprises agroalimentaires, évidemment. Ensuite, on peut faire des campagnes d'information sur des positions d'entreprise, notamment quand on a des demandes très précises comme bannir de leurs commandes, de leurs ventes. Ça dépend si on s'adresse à un supermarché, de l'hôtellerie-restauration, les fabricants ou même les producteurs. Mais par exemple, sur les élevages de poules pondeuses élevées en cage ou sur les poulets, en ce moment, on a une campagne très intense sur les poulets de chair, où on s'adresse notamment à Subway, par exemple, pour les encourager à bannir les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets de chair. Donc, on va faire des campagnes d'information sur des entreprises qui ne sont pas encore engagées. Et donc, au fur et à mesure, donc, par exemple, sur notre campagne sur les poules pondeuses qui sont élevées en cage, en 2008, quand on a commencé à 214, on avait 80% des poules qui étaient élevées en cage en France. On a commencé une campagne qui s'est accentuée beaucoup en 2016. On a rejoint notamment une coalition aussi internationale qui s'appelle Open Wing Alliance. Et aujourd'hui, en France, on a plus de 150 entreprises qui sont engagées pour du hors-cage. Le chiffre de 80% est passé à 47% de poules pondeuses en cage et on a des engagements jusque 2025 qui vont permettre de diminuer encore ce chiffre. C'est une certitude. Et là, on peut soulever l'inaction des politiques qui, eux, n'avancent pas du tout sur cette question et les entreprises avancent de l'autre côté. Donc, il y a ce côté d'essayer de faire reculer le pire auprès des entreprises, mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire essayer de faire progresser le meilleur. Et là, on va arriver sur la question fondamentale, mais est-ce que c'est une obligation de manger les animaux? Donc on a vu, on en consomme un grand nombre qui sont élevés dans des conditions absolument dramatiques, etc. Puis après, on peut se dire, ah bah oui, mais si on les élevait de façon moins pire, etc. Alors déjà, même en les élevant de façon moins pire, de toute façon, on est obligé de les tuer, donc ça pose quand même une question éthique assez intense à ce niveau-là. Et puis, il y a la question de est-ce que nous, nutritionnellement, on meurt demain si on ne mange pas les animaux? Alors, la réponse est ailleurs qu'en France, on s'en sort plein de vies. Voilà, c'est adéquat à tous les âges de la vie, d'après l'association, l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui regroupe plus de 100 000 professionnels de santé. Mais en France, on a encore des difficultés avec ça. Il suffit d'écouter notre ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a encore déclaré récemment que pour bien grandir, les enfants avaient besoin de viande. Eh bien non, il y en a qui s'en sortent sans ça. Une petite pyramide nutritionnelle où voilà, ça retrace un petit peu, enfin en tout cas ça existe, le fait de pouvoir se nourrir sans aucun produit d'origine animale. Donc c'est à nous de mettre le curseur un peu, beaucoup à la folie, passionnément. Et on a de la chance, en plus, c'est bon. Quand moi, j'ai arrêté de manger de la viande, c'était il y a très très longtemps, au siècle dernier, en 1993. Il n'y avait pas de site internet. À vrai dire, il n'y avait pas internet. Et on était en Auvergne. Et du coup, nous, on a simplement arrêté de manger de la viande et du poisson. Mais depuis, il y a beaucoup de sites internet, beaucoup de livres de recettes qui vous disent, et donc notamment notre site Vegan Pratique, avec même un Veggie Challenge quand on veut se lancer. Et est-ce que les Françaises et les Français ils sont prêts à bouger? Il y en a déjà 34% qui se disent flexitariens. Il y en a 63% qui disent je vais consommer moins de viande, et c'est un chiffre qui est assez stable. On avait fait le même sondage en 2015 et on avait à peu près la même proportion. Interbev aussi avait fait un sondage et eux, ils avaient même 89% de Français qui se déclaraient à manger moins de viande. Interbev, c'est l'interprofession des éleveurs de bétail. Donc, même eux ont des chiffres concordants. Et 49%, par exemple, pour donner un exemple côté entreprise, sur Deliveroo, ils ont une augmentation de restaurants véganes voilà, sur leur plateforme qui est en pleine expansion sur 2020. Quelques autres chiffres. En 2019, 11% de ventes en hausse avec 400 millions d'euros en grande surface.
Et puis, voilà, enfin, tous les indicateurs sont verts avec des chiffres de croissance à 2 chiffres la plupart du temps. Et puis des entreprises qui traditionnellement étaient sur plutôt des productions animales, comme le groupe Bell, comme Danone. Et puis, hier, c'est Avril, hop là, le groupe Avril qui vend les œmatines, qui opère un recentrage stratégique sur le végétal. C'était dans Les Échos hier. Donc voilà, on est en pleine mutation du monde. Et donc, avec L214, on va accompagner un certain nombre d'entreprises dans ces évolutions, donc soit pour faire reculer le pire, soit pour essayer de promouvoir le meilleur. Donc, on a des animations qui sont prévues, notamment en école hôtelière, par exemple, mais on intervient auprès des grandes surfaces, de l'hôtellerie-restauration, de la restauration collective d'entreprises, pour mettre en place des animations justement dans des entreprises qui sont en train d'opérer des transitions pour proposer davantage d'options véganes à leur carte. Donc, construire ensemble le monde, la consommation de demain, ça passe par diverses actions qui peuvent être à l'échelle individuelle. Et donc, avec L214, on a développé des outils pour pouvoir agir à l'échelle individuelle, mais c'est aussi beaucoup d'actions collectives, des actions collectives qui peuvent se jouer au sein des entreprises, qui peuvent se jouer en interpellant les entreprises, et de la même façon auprès des politiques, évidemment. Donc voilà, on a tout un panel d'outils à notre disposition, dont les actions express. Les actions express, c'est vraiment celles qui s'adressent plutôt spécifiquement aux entreprises aujourd'hui de ce point de vue-là. Et voilà, regardez sur nos sites internet, on a vraiment pas mal de choses. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Pardon d'avance. Non, c'est parfait au niveau du temps. Merci beaucoup. On va du coup commencer avec les questions. Donc, je vais ouvrir le bal. Au niveau de l'étranger, est-ce qu'il y a est-ce que votre combat, est-ce que c'est ce que vous prônez, est-ce que c'est facilement mobilisable à l'étranger? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont à peu près équivalentes ou pas du tout? Oui, oui, à l'étranger, il y a beaucoup de enfin, quand on a commencé, nous, avec L214, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait dans d'autres pays, en fait. Le fait pour apporter la preuve, quand on a fait nos premières distributions de tracts, donc avant L214, quand on distribuait nos tracts, les gens nous répondaient: «Oui, mais enfin, ce que vous m'expliquez là sur, les poulets, les abattoirs, les machins, c'est pas en France, c'est pas ici, c'est pas maintenant, c'était il y a longtemps». Et puis, c'était il y a 50 ans, ou alors c'est aux États-Unis, ou alors c'est dans les pays de l'Est. Et donc, il a fallu apporter la preuve. Et ça, d'autres associations le faisaient déjà. Je peux citer l'association américaine PETA, qui a d'ailleurs une branche en France. On peut citer Mercy for Animals, à l'époque démarrait aussi Igualdad Animal en Espagne. Et du coup, c'est chez eux qu'on a vu la première fois aussi les personnalités qui présentent les vidéos. Et nous, on a eu de la chance, il y a quelques personnalités qui sont venues vers nous, et on s'est dit: «Ah bah tiens, si on faisait pareil». Donc voilà. Et donc non, c'est très, très inspirant. Et même dans d'autres pays, enfin, si vous avez eu déjà la chance de pouvoir aller dans d'autres pays, vous avez pu vous rendre compte que il y a beaucoup plus d'options végétariennes ou véganes, notamment dans les restaurants, qu'en France, où c'est encore, il faut bien le dire, la misère. Même si sur Vegoresto aujourd'hui, on a plus de 2700 restaurants référencés, ça reste encore limite tiède. Merci beaucoup. Darius, est-ce que tu veux poser ta question en te présentant, bien sûr? Alors oui, bonjour. Donc du coup, je tiens à vous remercier dans un premier temps pour tout ce que vous faites pour les animaux. Moi, pour ma part, je suis, végétarien depuis maintenant 2-3 ans, et je souhaitais vous demander sur le plan personnel, donc hormis tous les facts, tous les chiffres que vous avez donnés auparavant, quel a été l'élément déclencheur en fait pour vous forcer, enfin pour vous forcer, pour vous donner envie de faire tout ça? Hormis tous les chiffres et tous les constats qu'il y a aujourd'hui. En fait, à l'époque, donc je suis pas toute jeune, hein, voilà, donc il faut repartir dans les années 90. Moi, c'est mon parcours de vie qui m'a amenée dessus. Moi, les animaux, je mens pas quand je dis, je n'aime pas les animaux. C'est-à-dire, j'ai pas enfin, voilà, un chat qui s'approche de moi, mon premier réflexe, c'est quand même un peu de me méfier parce que c'est quand même équipé de griffes, et cetera, et que mes premières rencontres avec des chats, c'était pas forcément sympathique. J'ai habité avec un chien qui était pas du tout comme les chiens dans les séries télé où ils sont super potes,
Nous, grosso modo, il s'en foutait à peu près de nous. Moi, j'avais 10 ans et il vivait sa vie, je vivais la mienne, je devais le promener, mais voilà, ça s'arrêtait à peu près là. Et puis j'ai croisé, Sébastien, qui est aussi un des cofondateurs de L214 et lui, il m'a emmenée, chez ses, grands-parents. C'est les premiers que j'ai rencontrés. Son grand-père était éleveur laitier et son autre grand-père était, avait été boucher, était maquignon, c'est-à-dire qu'il achète des veaux, il revend des veaux. Voilà voilà. Donc ça a été ma première rencontre avec, le monde de l'élevage. Des gens que j'ai adorés. Alors je dis «j'ai» parce que malheureusement ils sont plus là aujourd'hui, mais voilà et pareil, sans me poser la question sur la question de la viande et en fait, Sébastien, à un moment, il lisait une bande dessinée. Donc on était déjà contre la chasse et tout ça, mais un peu comme tout le monde, je dirais, contre la chasse, contre la corrida. Il lisait une bande dessinée qui s'appelle Le Lama blanc de Jodorowsky et dans une des cases, il y a un moine qui est en pénitence à l'extérieur, il fait froid, il y a de la neige et tout ça. D'autres moines passent, avec quelque chose sur le dos. La couverture se soulève et en fait, c'est un cochon mort et la réflexion de ce moine, c'est grosso modo de se dire: «Bon, bah, finalement, moi, c'est pas si pire mon sort». En disant que, cet animal, il a été tué pour être mangé alors que, ces moines, ils en ont pas besoin et en fait, je pense que ça a fait tilt ce jour-là de se dire: «Mais en fait, on n'a pas besoin de faire tuer des animaux pour les manger et donc on peut arrêter de les manger». On a arrêté de manger de la viande et du lait, non, de la viande et des poissons à ce moment-là. Le grand-père est éleveur laitier. On avait sous les yeux la séparation des veaux avec leur mère. L'autre était maquignon, donc on sait qu'il achetait des veaux, donc des tout jeunes bovins pour les emmener au marché, pour qu'ils soient emmenés à l'abattoir, etc. Et ben, on n'a pas tilté. Ça a été quelques années plus tard où, quand on a rencontré notamment les fondatrices et fondateurs des cahiers antispécistes, qui nous ont expliqué le lait, la séparation du veau, qu'on a tilté alors qu'on l'avait sous les yeux. Donc, je comprends d'autant mieux aujourd'hui le fait que ce soit vraiment difficile de se rendre compte. Enfin, le paradoxe de la viande, il est plein en face de nous, quoi. Mais moi, j'ai mis du temps. Alors, je ne sais pas comment Sébastien m'a convaincue. On ne se rappelle absolument plus de la conversation qu'on a eue sur l'instant, mais c'est vraiment cette pensée-là de dire manger de la viande, c'est pas nécessaire, donc on ne va pas faire élever et tuer des animaux exprès pour les manger. Alors qu'on était en train de manger un morceau de lard du cochon que le grand-père avait élevé et son grand-père était aussi le seigneur AI du village, c'est-à-dire qui tuait les cochons pour les autres. Donc ça a été notre cheminement personnel et c'est après, quand on a fait des rencontres avec d'autres, que le côté militant est arrivé, sachant que on était déjà militants, mais moi, par exemple, j'étais engagée avec la Croix-Rouge. J'avais aussi quelques engagements du côté des sans-papiers, par exemple, mais pas du tout sur la question animale avant qu'on se rende compte qu'il y avait un mouvement structuré, des bouquins, des philosophes qui s'étaient intéressés à ça. Pythagore, ça m'a beaucoup amusée parce que j'étais prof de sciences physiques en fait à l'époque. Donc Pythagore, on s'en sert un peu tous les jours, quoi. Donc ça m'a fait sourire de le retrouver de ce côté-là de la force. D'accord, ça marche, merci. Merci beaucoup. Sébastien a une question également. Est-ce que tu peux la poser, s'il te plaît, en te présentant? Ouais, donc Sébastien, je suis étudiant de la chaire Grande Conso. Du coup, vous avez dit, donc j'imagine que pour vous, oui, l'alimentation idéale, c'est une alimentation où on ne consomme pas du tout de viande. Pour vous dire, moi, je pense plutôt que l'alimentation idéale, c'est une consommation où on consomme moins de viande. Moins de viande, c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, grand maximum. Et après, en faisant varier les apports de protéines dans les repas au quotidien. Donc, que ce soit par les œufs, par les protéines végétales, par le poisson, etc. En fait, je pense que ce serait mieux de faire comme ça, d'abord parce que la viande, le poisson, les œufs, ça reste un apport en protéines qui est assez important et assez accessible à tous en termes de goût, etc. Et aussi parce que si en fait on consommait juste moins et que c'était plus régulé et qu'on consommait pas de la viande tous les jours, par exemple, ce serait aussi ça qui arrêterait finalement la production de masse pour moi, la production de masse et les pratiques qu'on peut constater aujourd'hui qui sont horribles. Je suis complètement d'accord avec vous dans les abattoirs ou dans les élevages. Voilà, donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors je pense que d'un point de vue humain, c'est-à-dire que nous, ce qu'on peut manger et tout ça, vous avez tout à fait raison. Manger très peu de viande, peu de poisson, peu d'œufs et peu de lait, enfin voilà, réduire vraiment la consommation. D'un point de vue nutritionnel pour les êtres humains, super.
C'est un super pas en avant par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Très clairement, on pourrait ne plus être sur des animaux qui sont élevés en élevage intensif, par exemple. On pourrait arrêter de vider les océans. Enfin, toutes les conséquences que j'ai décrites ici, elles pourraient être en partie, en tout cas, résolues pour la plupart. Il reste un hic. Le hic, c'est le hic éthique par rapport aux animaux. C'est-à-dire que l'alimentation idéale pour vous n'est pas du tout idéale pour ceux que vous allez manger. Et voilà. Et c'est de ce point de vue-là qu'il y a un achoppement. Et donc, l'alimentation idéale, c'est celle qui va répondre à l'ensemble de nos besoins sans avoir d'impact néfaste sur les autres et sur l'environnement, etc. Et du coup, de ce point de vue-là, une alimentation 100% végétale, eh ben, elle répond à tous ces critères. Et vous dites, bah, c'est ce qui est le plus de goût. Je crois que le goût, on a vraiment dû… Enfin, on a été éduqués avec ce goût-là. Enfin, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez mangé de la viande. Moi, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle la dernière fois que j'en ai mangé. Je me rappelle de la décision que j'ai prise, mais je ne me rappelle pas du tout quand est-ce que j'ai commencé à en manger. Et mon goût s'est développé avec la viande. Et je le vois sur des enfants aujourd'hui qui n'ont pas du tout mangé de viande depuis leur naissance. Le goût de la viande, ils ne le supportent pas. Tous les nouveaux trucs là qu'ils font, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au goût de la viande, ils ne peuvent pas les manger. Donc, c'est vraiment une question d'éducation, de goût. Voilà, il y a vraiment un enjeu aussi à ce niveau-là. Mais encore une fois, l'alimentation idéale, finalement, c'est celle qui ne va pas provoquer de maladie chez nous. C'est celle qui va nous apporter tous les éléments nutritionnels dont on a besoin. Et donc, il y en a plusieurs des alimentations idéales, finalement, qui pourraient nous correspondre. Et maintenant, le truc, c'est lesquels choisir et lesquels ont le moins de conséquences sur les autres. Et du coup, de mon point de vue, il faut aussi prendre en compte les autres animaux parce que, comme nous, ils ont leur propre vie à vivre et qu'aujourd'hui, c'est un vrai asservissement qu'on a vis-à-vis d'eux. Ok, très clair, merci. Marion, est-ce que tu veux poser ta question toujours en te présentant, s'il te plaît? Oui, bonjour Marion, je suis végétarienne depuis 5 ans grâce aux vidéos de L214. Donc merci pour les actions que vous menez. Et moi, j'aurais voulu savoir l'expérience qui vous a le plus choqué dans le sens où, par exemple, des choses que les lobbies essayent de dissimuler et qui pourraient énormément choquer le grand public, outre les vidéos d'abattoirs, par exemple. Eh bien, par exemple, j'ai pu être témoin de ce qu'ils appellent l'équilibrage des nids chez les lapereaux pour les lapins. Donc, l'équilibrage des nids, alors déjà, les lapins sont élevés en cage de batterie, sol grillagé, etc. Et vous avez une lapine par cage. Cette lapine, elle va avoir des petits, elle va en avoir en moyenne 10, 12 à peu près. Ça peut monter au-dessus. Et on va lui en laisser à peu près 9 par portée. Et donc, l'éleveur va passer de cage en cage, va prendre les petits et son objectif, ça va être d'avoir des portées homogènes. En fait, les frères et sœurs, il s'en fout. Ce qu'il lui faut, c'est qu'ils aient à peu près le même poids tous. Et puis, vous en avez qui naissent, qui sont un peu mal formés, un peu machin. Et puis, vous en avez en surnombre, du coup, parce qu'on a boosté la prolifération des lapines. Mais ils en gardent à peu près 9 par lapine. Et du coup, quand il équilibre les nids, il va prendre les lapins. Ceux qui ne vont pas lui être utiles, ils vont les claquer sur le rebord d'un seau, sur le rebord d'une cage. Et ensuite, ils les mettent dans le seau où ils collectent les lapros qui sont soit mort-nés, soit ceux qui viennent de tuer. Et donc, vous avez des scènes absolument assez insoutenables de lapros qui sont comme ça claqués, qui ne sont pas encore morts, mais qui vont agoniser pendant plusieurs minutes dans un seau sur le côté, quoi. Donc voilà, et ça, on n'a pas les images aujourd'hui pour montrer de quelle façon ça se fait. D'accord. Et juste, je suis désolée, 2 minutes. Ce qui découle de ma question, c'est les images que vous arrivez à obtenir des abattoirs. Je me doute que des fois, c'est fait, même la majorité du temps, de manière, je mets des gros guillemets, illégale. Mais concrètement, ça se passe comment? Comment vous savez que dans tel abattoir, il se passe quelque chose d'horrible, dans tel élevage, il se passe quelque chose d'horrible, et comment vous faites pour y pénétrer? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, parce qu'il y a la cellule Déméter qui est en place pour essayer de
de stopper la sortie des images. Donc, chaque fois qu'on donne les conditions d'enquête dans lesquelles on le fait, voilà, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je peux dire comment on en a obtenu certaines, parce que c'est une notoriété publique. Une des premières enquêtes qu'on a fait, c'est à l'abattoir Charal de Metz. Et là, c'est Sébastien qui s'est fait embaucher en intérimaire pendant 1 semaine, puis 2, puis 3. Et donc, il a pu filmer sur ces moments de pause la mise à mort des animaux. Alors, on ne s'était pas dit à l'abattoir de Metz, il se passe quelque chose de plus horrible qu'ailleurs. Enfin, simplement juste poser une caméra dans un abattoir, avoir une caméra dans un abattoir. Et c'est d'ailleurs un des chefs des services vétérinaires d'un abattoir devant lequel, enfin voilà, de temps en temps, on y va aussi en disant, bah voilà, on veut voir. Il me dit, bah non, je ne vous laisse pas rentrer. Et à l'époque, L214, c'est avant la naissance d'L214, je faisais des enquêtes avec une autre asso. Et on disait, bah, je ne vous laisse pas rentrer parce que vous pourriez faire un film d'horreur juste avec ce que vous allez filmer, sans dire qu'ils sont hors normes ou je ne sais pas quoi, juste c'est immontrable. Le fait de faire tuer des animaux, aujourd'hui, c'est immontrable. Voilà, vous ne verrez pas beaucoup de scènes là-dessus. Ensuite, comme autre, vous avez Mauricio Garcia Pereira, dont j'ai parlé, qui travaillait à l'abattoir de Limoges et qui a dit, mais moi, je peux vous montrer des trucs. Donc lui, on lui a fourni une caméra pour pouvoir témoigner de ce qu'il pouvait voir. Et puis, une autre fois, en fait, on a, en tout cas, 2 de nos enquêteurs se sont fait condamner pour intrusion dans un abattoir. Donc voilà, ça vous donne un panel de ce qui a été fait, en tout cas, jusqu'ici. Effectivement, avoir des images, c'est pas facile. Et en général, c'est des alertes qui nous arrivent ou des opportunités qui s'offrent à nous. C'est pas qu'on vise tel ou tel endroit parce que ça va être plus horrible qu'à un autre. Simplement, quand on va essayer de montrer ce qui se fait le plus. Et ce qui se fait le plus, c'est l'élevage intensif. Donc, nécessairement, enfin, dans tous les élevages de poulets, vous allez avoir des poulets qui sont boiteux, vous allez trouver des morts de crise cardiaque, vous allez patauger dans les excréments parce qu'ils ne changent pas la litière pendant les 35 jours où les poulets sont là. Donc, voilà, vous entrez dans un élevage de cage de poules pondeuses, oui, vous aurez des poules en cage, vous aurez des poules qui sont plus ou moins déplumées en fonction de la période. Si vous arrivez tout au début, qu'elles viennent d'être mises en cage, ou au bout d'1 an à la fin, où elles sont quasiment toutes déplumées. Donc voilà, ouais, ça dépend des choses. Mais non, on n'a pas. Je ne crois pas qu'on trie le pire du pire. Enfin, simplement, juste, c'est assez pire pour les animaux de toute façon. D'accord, merci. Parfait, merci. Marina a une question sur un autre sujet. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné au tout début de votre intervention sur l'élimination des poussins mâles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, Carrefour, en partenariat avec Loué, a lancé une initiative qui vise à sélectionner in novo les futures poules pondeuses à travers une technique de sexage par spectrophotomètre, donc en gros par l'analyse des couleurs des œufs. Et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, si ça améliorait un petit peu la filière. C'était pas encore ça. Merci de votre question. Il y a en fait plusieurs réponses à votre question. Un, on est obligé de sélectionner et du coup, le sexage se développe parce qu'on a optimisé les animaux et que du coup, on se retrouve effectivement avec cette sélection qui se fait à la naissance pour garder seulement les animaux dont on va se servir et puis finalement mettre à la poubelle les autres. Et puis, une des réponses, en tout cas, et finalement, c'est L214 qui a soulevé cette question avec les images qu'on a diffusées en 2014, des images qui venaient d'un couvoir et qui montraient justement de la façon dont laquelle étaient traités les poussins. Et donc, il y a plusieurs problèmes. Enfin, il y a déjà pourquoi on est obligé de sexer. Enfin, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Et ensuite, la question de la spectrophotométrie, alors en tout cas, celle par Carrefour et Loué, il me semble que c'est celle qui se fait à 13 jours. Et à 13 jours se pose la question de quel est le développement de l'œuf à ce moment-là. Et il semblerait qu'à partir de 10 jours, en fait, on a déjà
le système nerveux qui est bien installé et du coup, un individu qui peut déjà ressentir la souffrance. Alors qu'il y a un autre procédé qui a été développé par les Allemands, par une entreprise qui s'appelle Select. Et eux, ils font... alors, ce n'est pas le même procédé. Eux, ils font un petit prélèvement au travers un petit trou dans l'œuf. Et avec une analyse, ils peuvent déterminer le sexe des poussins au 9e jour. Donc, beaucoup plus tôt. Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là autour de ça. En tout cas, c'est moins pire de s'y prendre très tôt que de s'y prendre une fois que les poussins sont nés, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est pas encore au bout de l'innovation technique dans ce domaine-là. Et puis, comme d'habitude, prendre un peu de hauteur. Est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire subir tout ça aux animaux? D'accord, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Paul, si vous voulez poser votre question, en vous présentant toujours, bien sûr. Oui, bonsoir Brigitte, merci pour votre intervention. Je suis un ancien de la chaire. Je voulais savoir, vous, dans les relations que vous avez avec les enseignes de grande distribution, quelles sont celles qui jouent le plus le jeu, à votre avis? Ce n'est pas un name and shame, mais plus de manière générale. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre certaines enseignes ou grosso modo, elles sont toutes plus ou moins à l'écoute de vos propositions? Eh bien, on se serait parlé il y a quelques années. Je vous aurais parlé des premiers courriers qu'on a faits. En 2008, quand on commence L214, il y a la question du changement des cages pour les poules pondeuses. Et donc, on va adresser des courriers à toutes les enseignes de grande distribution. On n'aura eu aucune réponse à ce premier courrier. Voilà, donc déjà, ils nous ont boudés. Mais au fur et à mesure, on a commencé à faire des campagnes, voire des campagnes publiques vers les enseignes. La première qu'on a faite, c'était alors d'abord une chaîne d'hôtellerie-restauration, ça a été Novotel, qui du coup, suite à notre campagne, s'est engagé à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Ensuite, on s'est tourné vers Monoprix, Système U, Carrefour, etc., etc. Et tout au final se sont engagés à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Quelques années plus tard, nous sommes revenus vers elles avec la question des poulets de chair. Là, en l'espace de très peu de temps, l'ensemble des grandes surfaces se sont engagées à bannir le pire des élevages et des abattages de poulets. Donc, voilà. Il y a Thierry Desouches qui parle de nous de temps en temps. En tout cas, il est apparu dans un reportage France 3 très récemment, où il disait que L214 lui avait permis, en tout cas à Système U, d'avancer plus rapidement, de pouvoir entendre l'attente clientèle, l'attente sociétale, et que la pression amicale qu'on leur avait mise leur avait bien rendu service au final. Voilà. Très bien, merci. Alors, merci. Est-ce que Olivia souhaite poser sa question? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Comme je disais, je suis devenue végétarienne il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans, suite à la rencontre avec quelqu'un qui m'a conseillé effectivement quelques documentaires en privé. Mais le pas reste assez important entre, effectivement, on va être végétarien ou végétarienne et végétalienne. Notamment en France, qui est quand même un pays du lait très important. Et tous les jours, c'est quand même compliqué également. Et je vois que, pour moi, le plus important reste en RHF, où il y a de gros freins et de gros enjeux économiques, de gros lobbies. J'ai aussi passé une grosse partie quand même de ma carrière justement pour l'industrie de la viande et du lait, donc j'en sais quelque chose en interne, c'est assez compliqué. À titre personnel, c'est quand même eux qui ont aussi le plus de moyens économiques, donc c'est pas forcément évident tous les jours. Donc j'ai moi-même une dissonance cognitive en termes professionnels, donc j'espère y arriver un jour. Pour moi, la question, c'est, à votre avis, quel est effectivement le frein politico-économique? Est-ce que c'est politique, économique? À mon avis, c'est imbriqué, mais quel est le frein majeur à faire sauter, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ce qui se fait déjà sur la pression sociétale, comme vous l'avez évoqué, pour enfin basculer dans
il faut une alternative végétale dans tous les cas, que ce soit à la cantine et pas entendre les choses absurdes qu'on a entendues suite à la décision du maire de Lyon, où on se dit, mais on sent en 2021, on a encore ce genre de réflexion archaïque, quoi. Donc, et avec tous les progrès, et moi-même, je vois bien ma santé, enfin, tout plein de choses, tous les progrès qui se font, des choses qui nous paraissent évidentes à nous, quels sont ces fameux freins, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement faire avancer la chose dans le sens voulu pour le bien de tout le monde. Merci. Merci de votre question. Eh ben, si j'avais la réponse, je pense que voilà, la question serait vite répondue et on n'en parlerait même pas ce soir parce que ce serait fait. Non, je pense que vous avez raison. C'est un briquet économique et politique. Et économique, je ne parle pas des éleveurs parce qu'eux, ils ne s'en sortent pas au quotidien. Mais on a des grands groupes agroalimentaires qui sont super bien implantés. Là, en ce moment, il y a la discussion autour du projet de loi climat et la polémique de Lyon provoquée par notamment Julien de Normandie. Elle est complètement pilotée, de mon point de vue, hein, par les syndicats agricoles type FNSEA et tout ça. Enfin, ça ne fait même pas un pli de la manifestation qui a eu lieu à Lyon. C'est ça. Alors que Lyon a une commande publique qui est plutôt locale, qui est plutôt régionale. Enfin, vraiment, il y avait pas de… C'était une polémique fabriquée de toutes pièces. Et on le voit bien. Enfin, un autre exemple de l'emprise que peut avoir un syndicat comme la FNSEA, on édite un journal qui est adressé aux 10-14 ans, en magazine, qui s'appelle Mon Journal Animal. Donc, on l'édite, on le propose aux écoles. Certaines écoles le prennent, d'autres ne le prennent pas. On l'envoie à toutes les écoles en un exemplaire pour l'avoir en démonstration. On n'a pas la puissance d'un Terbev qui, eux l'envoient à toutes les écoles et des cartons complets. Christiane Lambert s'est insurgée que L214 puisse envoyer un magazine pour les jeunes dans les écoles. Aussitôt, ça a été repris par Julien de Normandie, qui en a fait un tweet en disant « Oui, c'est inacceptable ». On n'a jamais vu tweeter en disant « Interbev ou le CNIEL, donc l'interprofession du lait, c'est inacceptable dans les écoles ». Ça, jamais il l'a dit. Et ça a été repris par Jean-Michel Blanquer. Juste derrière, on a même eu droit à une lettre à tous les recteurs d'académie en disant « Attention, L214 ». Donc, on voit cette puissance. On voit cette puissance aussi avec la cellule d'émetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, une convention passée entre ministère de l'Intérieur, Gendarmerie nationale et 2 syndicats agricoles, pas tous les syndicats agricoles, mais 2 syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pour essayer de faire barrage. Aujourd'hui, toute critique de l'élevage intensif ou de l'agriculture industrielle, on est sous surveillance de cette cellule d'émetteurs. Et on le sait, quoi. Enfin, voilà, avec une espèce d'intimidation qui pèse sur nous. Il ne faut pas négliger aussi le poids de nos habitudes, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous… Enfin, moi, je pense que si j'ai déjà croisé des végétariens ou des véganes avant d'être moi-même, d'avoir percuté, d'avoir eu le déclic et tout ça, enfin, je pense que j'avais les mêmes réflexions sur… mais la carotte et la salade, ça souffre aussi. Enfin, tout un tas de choses que quand on a arrêté de consommer de la viande et encore plus quand on arrête de consommer en plus le lait et les œufs, c'est des remarques, enfin, on a un bingo, quoi. On sait exactement ce qui va nous arriver dans la figure. La pression sociale, elle est très forte pour essayer de nous mettre dans le droit chemin parce que juste le fait même d'exister, on interroge en fait chacune et chacun sur ses propres choix. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très à l'aise. Enfin, le paradoxe de la viande, il est difficile à supporter pour soi-même. C'est-à-dire que notre cerveau, il est super amical, il nous fabrique plein d'excuses, mais au bout d'un moment aussi, on peut se rendre compte que ces excuses, elles sont quand même un petit peu bidons, quoi. Oui, mais alors, je pense juste au dernier salon de l'agriculture auquel j'ai participé avec mon entreprise, et j'ai trouvé très intéressant et assez malin l'action d'Interbev qui était de dire tous fléchitariens et le label rouge, le label rouge, le label rouge, alors que c'est même pas 20% de la viande. Donc, pour faire passer le message qu'ils disaient oui, il faut manger moins de viande, mais avec des légumes, mais du label rouge, etc. Pour cacher sous le tapis finalement les 80% d'élevage intensif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour… finalement, enfin, ça redore l'image de la viande, quitte à sacrifier les éleveurs intensifs, mais
je trouve ça effectivement pernicieux. Et comment est-ce qu'on peut attaquer là-dessus? Parce qu'effectivement, il y a toujours des gentils, entre guillemets, éleveurs qui font bien les choses, qui aiment leurs bêtes, etc. Donc, c'est plus difficile de jouer là-dessus. Bah, c'est clair qu'ils ont des vitrines, hein, et ils le font exprès, hein. Quand vous lisez justement la presse professionnelle ou les études qui ont été faites, on avait pas mal fouillé, par exemple, sur le foie gras. Ils disaient que les parcours extérieurs, il fallait absolument les garder avant le gavage parce que ça faisait partie de ce qui pouvait être montrable dans cette profession. Et donc, dans chaque profession, effectivement, enfin, dans chaque filière, vous avez ce qui va être mis en avant quand on va parler d'élevage, hein. Pourquoi c'est toujours les éleveurs bovins qui parlent et qui disent « Mais non, mais regardez, nous, les animaux, ils sont dehors ». Bah, évidemment, ils ne vont pas montrer ça pour les éleveurs de lapins, parce qu'ils n'en ont pas un seul dehors de lapins. Donc, oui, oui, c'est des vitrines qui leur sont bien utiles. Et aujourd'hui, on parle par exemple d'abattage à la ferme. Pareil, là, on est sur une vitrine, mais une vitrine totale. C'est-à-dire que 3 millions d'animaux qui sont tués par jour, ils ne sont pas tués à la ferme. Voilà, ils vont tuer quelques bovins à la ferme, et les bovins, c'est 0,5% des animaux qui sont abattus. Donc là aussi, on est sur un petit trou de souris, un petit trou de serrure. Donc effectivement, en face, on a des moyens qui sont fortement développés. Effectivement, Interbev sont naturellement flexitariens, ils sont allés directement dessus en se disant qu'il fallait qu'ils reprennent à leur compte cette communication. Et donc, être flexitarien, c'est manger de la viande et aussi des légumes. Mais enfin, si on écoute bien, il n'y a pas vraiment, c'est manger mieux de la viande, c'est pas le moins, il s'entend pas trop fort, hein. Donc oui, oui, enfin, eux, ils ont intérêt, c'est des débouchés économiques, hein, nous sommes des débouchés économiques. Et donc, il faut qu'on continue d'acheter, donc il faut qu'on continue de nous endormir d'une certaine façon. Et du coup, nous, le moyen qu'on a trouvé, en tout cas, contre ça, c'est d'essayer de montrer la réalité, quoi. Mais avec nos petits bras, nos petits moyens. Mais voilà, il y a de plus en plus d'associations qui le font. Donc, c'est très bien. Et y compris aussi des éleveurs qui disent non, il faut arrêter de raconter des contes de fées aux gens. Soyons sincères, montrons ce qui se passe, essayons de faire moins pire. Il y en a qui essayent d'avancer, c'est sûr. Merci beaucoup. Une ou deux dernières questions. Je vais poser celle de Guillaume, puisqu'il a un problème de micro. Sa question est: qu'est-ce qui définit vos priorités quant à vos actions de sensibilisation? Est-ce que c'est un nombre d'animaux tués, c'est un impact écologique, ou quels sont les leviers d'action? Alors effectivement, les priorités, notamment la campagne qu'on fait actuellement sur les poulets, justement auprès des entreprises, ce qui nous a mobilisés, c'est l'intensité des souffrances endurées pour les poulets, hein. On est vraiment poulets à croissance rapide, et cetera. Sur leur nombre, c'est 800 millions de poulets qui sont tués chaque année sur le 1,1 milliard. Donc 7 animaux sur 10 qui sont tués, ce sont des poulets. Donc il y a ça. Et après, il y a aussi essayer de montrer, on a des actions de sensibilisation qui sont assez diverses dans les enquêtes qu'on peut faire. Et c'est aussi essayer de montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on fait pour les animaux. On a déjà suivi des veaux qui partaient d'Irlande, veaux laitiers, donc issus de l'industrie laitière, mais l'industrie laitière, elle n'a pas besoin des veaux mâles, ils ne font pas de lait, et qui les transportent pendant plus de 50 heures. Voilà. Ouais, et puis c'est en fonction des opportunités aussi, comme je le disais, les enquêtes, ça dépend des témoignages qu'on peut avoir et tout ça, quoi. Mais maintenant, effectivement, en termes de campagne, sur la question des poulets, sur la question des poules pondeuses, il y avait évidemment le levier d'action qui était à peu près, évident. Puis on voyait que dans les autres pays, ça bougeait beaucoup, donc c'était vraiment, enthousiasmant d'aller là-dessus en se disant que peut-être on peut obtenir des choses en France. Et sur les poulets, c'était vraiment la question du très grand nombre et des souffrances endurées, là-dessus, quoi. Merci pour le site, Antoine. Merci beaucoup pour les réponses. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que Lisa veut poser sa question? Oui, bonsoir. Merci, c'était hyper intéressant. J'ai trouvé pour ma part, du coup, je travaille sur une marque de végétal, donc que vous avez cité tout à l'heure, qui fait partie du groupe Danone.
Donc je suis très sensible à tout ce que vous nous avez partagé. Et moi, ce que je me demandais, parce que comme vous le dites, c'est pas forcément hyper simple de faire changer les consciences. Il y a pas mal de gens qui sont pas forcément prêts à accepter telle ou telle image. J'entends que vous avez différents moyens d'action. Parmi tous ceux que vous avez pu déployer depuis le début de l'existence de l'association, est-ce qu'il y en a en particulier qui se sont révélés plus efficaces que d'autres pour faire changer les choses, faire changer les mentalités? Et comment les marques et industriels pourraient s'en inspirer, à la fois peut-être pour s'adresser à tout ce qui est lobby ou même pour s'adresser directement aux consommateurs et vraiment travailler à ce changement des mentalités? Je pense qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes outils dans la main. Pour nous, en tant qu'NGO, ONG, c'est vraiment les images qui ont permis de prendre la parole à voix haute et ensuite d'être entendus d'autres acteurs. On était insignifiants au début et je crois qu'aujourd'hui, on commence à être entendus. Je pense que pour les entreprises, c'est assez facile de prendre le virage du végétal. Il suffit d'un peu de volonté là-dessus pour pouvoir l'opérer. Et justement, il y a énormément de leviers à disposition des entreprises. En ce moment, il y a des discussions au niveau européen justement sur... il y a un amendement qui a été déposé, l'amendement 171, là, voilà, sur le packaging même des produits d'origine végétale. Là, les entreprises, elles pourraient être mobilisées pour dire non, nous, on veut continuer de pouvoir proposer dans le même packaging des produits soit d'origine végétale, soit d'origine animale. Ça paraît complètement logique. Le consommateur ne fait absolument pas d'erreur. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh là là, j'ai pris un yaourt de soja alors que je voulais un yaourt de lait de vache ». Enfin, c'est jamais arrivé. L'inverse est plutôt vrai, par contre. Mais voilà, enfin... Et nous, alors, on accompagne quelques entreprises et quelques alors, entreprises de l'agroalimentaire d'un côté et entreprises qui ont des restaurants d'entreprise à aller vers davantage de végétal. Et ce qui va compter, c'est en tout cas au niveau des entreprises, c'est proposer une offre qui est bonne. Enfin, c'est juste une histoire de goût, hein. Alors là, très honnêtement, c'est juste une histoire de goût et de présentation. Donc voilà, après les outils marketing, vous les avez déjà tous bien mieux que n'importe qui. Donc ça va vraiment être sur une histoire de goût. Ok, non, mais merci. C'est en effet la direction qu'on prend, mais ouais, je m'interrogeais quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Ça passe à une vitesse folle et on essaie quand même malgré tout de respecter un peu le timing. Donc, je voulais remercier tous les participants pour ce webinaire et bien évidemment Brigitte Gauthier pour nous avoir permis de faire ce webinaire. Donc, merci à tous. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau webinaire. Suivez les communications de la chaire pour voir qui sera le prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de vos questions. Et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter de toute façon sur mon email brigitte@l214.com si vous voulez poursuivre les discussions. Ce sera avec grand, grand plaisir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci.